Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Donc, c'est un outil de proximité au service du territoire. L'espace conseil faire de l'Agence locale de l'énergie et du climat est intégré dans un réseau national dont l'objectif est d'informer, de conseiller, d'accompagner de manière gratuite et entièrement indépendante les particuliers qu'ils habitent en maison individuelle comme en copropriété dans leurs projets de rénovation énergétique. Donc cet accompagnement, ce conseil, peut se faire par le biais de permanences locales sur les différentes villes de GPSO. Donc nous avons des créneaux de rendez-vous physiques au sein des différentes villes, alors qui sont malheureusement pour le moment suspendus toujours dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, qu'on espère reprendre très bientôt. Nous proposons aussi des conseils par téléphone et également, vous pouvez nous poser vos questions par mail et par le biais du formulaire de contact sur notre site internet. Nous proposons également un accompagnement renforcé des projets ambitieux, c'est-à-dire les projets qui ont un objectif de gain énergétique relativement important. On va pouvoir les accompagner de manière plus approfondie pour pouvoir vraiment les guider vers la performance de leur projet et vers la réussite. À côté de ça, on a aussi toute une action de sensibilisation du grand public à cette thématique de la performance énergétique, de façon à ce que lorsque les personnes envisageront une rénovation de leur logement, ils intègrent vraiment dès le démarrage de leur projet la réflexion sur les aspects énergétiques et qu'ils les intègrent à leur projet. Donc, dans ce cadre-là, on propose des animations comme la nuit de la thermo de ce soir. Donc, habituellement, on l'a fait à l'extérieur avec une caméra thermique. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu différent. On propose également des visites de sites, de maisons individuelles ou de copropriétés en cours de rénovation ou qui ont été rénovées, de façon à montrer un peu toutes les possibilités de rénovation et montrer que c'est faisable. Et puis on propose également des conférences essentiellement à destination des copropriétés pour apporter du contenu technique. Alors, pourquoi on vous parle de performance énergétique? C'est simplement parce que le secteur du bâtiment, c'est près de 44% de l'énergie consommée à l'échelle nationale. À l'échelle de GPSO, c'est encore au-delà, puisque c'est 58% des consommations d'énergie du territoire. Alors là, on parle hors transport, hein, puisqu'on exclut tout ce qui est transport aérien, notamment en Île-de-France. Mais effectivement, 44% de l'énergie consommée à l'échelle nationale et 25% des émissions de gaz à effet de serre sont dues également au secteur du bâtiment en phase d'utilisation, en phase d'usage. C'est-à-dire qu'on ne compte pas la phase construction des bâtiments. Donc sur GPSO également, on est encore au-delà puisqu'on est à 31% des émissions de gaz à effet de serre du territoire qui sont dues à l'usage des bâtiments. Et 2/3 de ces émissions de gaz à effet de serre sont dues au secteur résidentiel en particulier, donc au logement. Donc c'est un vrai enjeu majeur pour lutter contre ces émissions de gaz à effet de serre qui contribuent énormément au changement climatique que l'on connaît. Alors, pour cette balade thermique, on va utiliser une caméra thermique donc, que vous voyez à l'écran. Alors, c'est un outil de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir des rayonnements qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Alors, je dis que c'est un outil de sensibilisation parce que très souvent, on pense qu'on va pouvoir détecter, définir quelle est la déperdition d'une paroi grâce à cette caméra thermique, ce qui n'est pas tout à fait vrai. On va pouvoir visualiser cette déperdition, mais on ne va pas pouvoir la quantifier.
Donc cette caméra thermique, elle va délivrer ce qu'on appelle des thermogrammes, c'est-à-dire qu'on va avoir un résultat sous forme de couleur, avec une échelle de couleurs qui va aller du plus chaud finalement au plus froid. Le plus chaud étant dans les tons rouges, voire blancs quand c'est vraiment très chaud, au bleu qui là représente une couleur très froide. Alors, effectivement, il y a énormément de risques d'erreurs d'interprétation lorsque l'on lit des thermogrammes. Donc, il faut bien être conscient qu'on va donner des hypothèses qui sont à confirmer parce qu'on va voir effectivement une image, mais sans connaître l'histoire du bâtiment, sans connaître la manière dont les occupants utilisent le bâtiment, c'est très difficile d'avoir une interprétation qui soit fiable. Donc, on va toujours rester très prudent sur l'interprétation qu'on va pouvoir avoir de ces thermogrammes sans connaître précisément de quelle manière a été conçu et de quelle manière est utilisé un bâtiment. Alors, donc, comment fonctionne en fait la thermographie? Ce qu'on va détecter en fait, c'est la chaleur, la température de surface d'une paroi qui va être transformée en couleur. Donc on voit vraiment la température de la surface du bâtiment. Donc ce qu'on va détecter en fait, c'est la déperdition, la quantité de chaleur qui va passer à travers une paroi et donc qui va atteindre la surface extérieure, et c'est ça qu'on va pouvoir visualiser. Donc la caméra thermique, finalement, elle analyse le niveau de ces rayonnements et elle leur attribue une couleur en fonction de cette échelle de couleurs dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, si vous regardez un peu les deux images, là c'est exactement la même image et on voit que on peut faire dire un peu ce qu'on veut en fait à une image thermographique. Ce qu'on va pouvoir regarder en fait, c'est la déperdition relativement à ce qu'on va voir à côté. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose de très déperditif à côté, une autre paroi peut paraître moins déperditive. Là, en fait, ce qui modifie l'aspect de la thermographie, c'est tout simplement qu'on voit le ciel dans la photographie de droite. Et donc, le ciel étant très froid, et ben, tout simplement, relativement à la couleur du ciel, le bâtiment paraît beaucoup moins déperditif. Alors, les précautions préalables lorsqu'on envisage une thermographie, donc, ce sont des conditions météorologiques particulières à prendre en compte. Alors, je suis désolée, il y a une animation sur cette slide-là qui est un peu étrange. Donc, effectivement, il vaut mieux éviter le soleil pour prendre des clichés thermographiques, tout simplement parce que le soleil peut réchauffer les parois et donc donner une fausse idée de la température de surface. Donc effectivement, ce soleil peut influer sur l'image qui va être obtenue, dont en particulier l'inertie des bâtiments, puisque si on fait une thermographie par exemple en soirée, alors que le bâtiment a été ensoleillé toute la journée, il va apparaître chaud, donc rouge, alors qu'il n'est peut-être pas forcément déperditif. De même, le brouillard ou la pluie ou la neige sont à éviter. Hop, voilà, puisque l'eau en fait va avoir tendance à réfléchir les infrarouges qui sont utilisés pour la thermographie et donc à limiter, à réduire en tout cas l'interprétation, la possibilité d'interprétation des clichés. Et un autre facteur, effectivement, va être une température trop élevée, ce qui pourrait réduire en fait l'écart de température entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur du bâtiment et rendre la déperdition moins visible. Donc, il vaut mieux réaliser une thermographie par une température extérieure de 0 degré ou moins, donc ce qui aurait été idéal aujourd'hui en fait.
Alors oui, une dernière chose auquel il faut prêter attention, c'est effectivement l'occupation des logements qui peut influer sur le niveau de chauffage et donc sur la température intérieure du logement, qui peut du coup rendre la déperdition moindre par rapport à un logement équivalent qui peut par contre lui rester plus déperditif. Alors oui, effectivement, la thermographie intérieure ou extérieure, finalement, on va inverser l'échelle de couleur en intérieur pour pouvoir visualiser les défauts d'étanchéité à l'air ou d'isolation qui apparaîtront cette fois-ci en bleu, puisque à l'intérieur, on s'attend à voir des parois plus chaudes et donc les points faibles de l'enveloppe apparaîtront plutôt en bleu cette fois-ci. Alors, il y a deux types de thermographie. La thermographie de façade, donc là qui va permettre de prendre des clichés des façades de bâtiments. Donc on pourra visualiser les déperditions au niveau des façades, donc par les murs, par les fenêtres, éventuellement par les systèmes de ventilation. Donc ça permet vraiment de rendre visibles les déperditions thermiques, mais encore une fois, ça ne va pas remplacer une étude thermique qui, elle, va pouvoir quantifier les déperditions pour chaque paroi et pour chaque système et être beaucoup plus fin sur le diagnostic thermique de l'habitation. Le deuxième type de thermographie, c'est la thermographie aérienne que vous pouvez consulter en ligne sur le portail cartographique de GPSO. Donc là, vous pouvez à l'adresse visualiser les déperditions thermiques de la toiture de votre immeuble ou de votre logement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, hein, cette présentation sera en ligne à la fois sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez retrouver ce lien pour consulter la carte thermographique. Donc voilà un aperçu de la carte thermographique à l'échelle de GPSO. Donc c'est vrai que là, c'est difficilement visible, mais vous voyez tous les petits points rouges qui apparaissent sur l'image. Ben, effectivement, ce sont tous les logements que l'on voit sur la thermographie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la thermographie, c'est une superposition de plusieurs couches, de plusieurs cartes. Donc, on va avoir un fond de carte qui permet d'avoir effectivement la localisation, sur laquelle on va superposer la carte du cadastre, sur laquelle on vient superposer la carte thermographique, ce qui permet d'avoir un découpage au niveau des logements. Alors, on a une question sur les ardoises. Est-il vrai que les ardoises faussent la carte aérienne? Alors, je vous propose d'attendre le déroulement des prises de vue de thermographie de façade. On va y répondre dans le courant de l'animation. Quelques exemples de difficultés d'interprétation. Alors, on va en parler justement effectivement des ardoises. Ce sont effectivement le problème des toitures métalliques qui effectivement ont une émissivité qui ne permet pas en fait de détecter la déperdition de la toiture. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on va capter avec la caméra, c'est à la fois le rayonnement qui est émis par la toiture, donc la chaleur qui est perdue, mais on va également capter le rayonnement réfléchi. Donc sur la plupart des matériaux, on va régler la caméra de façon à éliminer de la prise de vue ce rayonnement réfléchi. Mais par contre, effectivement, certains matériaux vont avoir une émissivité qui va être très très différente. C'est le cas par exemple des matériaux métalliques.
Donc effectivement, toutes les toitures métalliques en zinc, par exemple, mais aussi certaines toitures goudronnées, des tuiles comme les shingles, par exemple, vont faire partie de ces matériaux. Et également, certains types d'ardoises vont effectivement fausser le rendu que l'on va avoir de la thermographie. Et donc, on va avoir des toitures qui vont apparaître froides, donc bleues. On pourrait penser effectivement que ce sont des toitures très performantes. Or, très souvent, ce sont simplement que les matériaux ne permettent pas de pouvoir percevoir la déperdition. Donc, ça répond un peu à votre question, madame, sur les ardoises. Alors oui, c'est toujours celle de 2010. Hein. Et il n'est pas prévu d'en refaire une prochainement, dans la mesure où c'est vraiment un outil de sensibilisation. L'objectif est de mobiliser les habitants sur la performance thermique de leur logement, enfin de leur toiture en particulier, et de les amener à réfléchir sur les actions de rénovation qu'ils peuvent entreprendre. A priori, si aucun travaux n'a été réalisé sur le logement au niveau de la toiture depuis 2010, elle est toujours dans le même état au niveau thermographique. Alors, une petite erreur fréquente d'interprétation. Donc, je vous disais tout à l'heure, la carte thermographique de GPSO, elle est issue de la superposition de 3 cartes différentes. Donc, quand on superpose 3 choses différentes, il peut y avoir parfois quelques erreurs de superposition. Et effectivement, très souvent, sur certains bâtiments, on va avoir une bordure qui va apparaître en rouge. Donc, beaucoup de gens en fait pensent que ce qu'on voit apparaître, c'est les murs qui manquent d'isolation. Or, il n'en est rien du tout. C'est simplement que la carte cadastrale et la carte thermographique ne sont pas bien superposées. Et en fait, ce qu'on voit, c'est simplement l'inertie du sol qui fait apparaître effectivement le résultat très chaud à la thermographie. Alors, on va passer, pardon, excusez-moi, on va passer à la thermographie de façade. Donc, on a fait un petit parcours visuel sur Chaville avec des photos que nous avions en stock. Sur le parcours, entre la gare Chaville rive droite, la rue du Coteau, la rue Alcide de la Pierre et la rue de la Martinière. Donc c'est un tout petit secteur, et donc on va pouvoir visualiser certaines photos thermographiques de façade qui ont été réalisées sur ce secteur-là. Et je passe la parole à ma collègue Séverine pour l'interprétation des clichés. Bonjour à tous. Donc là, on voit un magnifique thermogramme à gauche, et l'image vraie équivalente à droite. Donc c'est intéressant de les comparer parce que effectivement sur l'image vraie, le mur pignon a l'air homogène, alors que sur le thermogramme, on voit bien que c'est pas le cas. On voit bien des petits carrés bleus qui se dessinent. Typiquement, ce sont des appartements qui sont derrière. Et on voit des traits horizontaux et verticaux qui sont en fait les planchers intermédiaires et les murs de refend. Là, typiquement, la façade n'est pas isolée et tous ces traits jaunes que l'on voit sont des déperditions de chaleur. La chaleur des appartements passe dans les sols, dans les murs et va directement à l'extérieur pour chauffer les oiseaux. Le gros point faible ici, ce sont les fenêtres rouges. Toutes ces fenêtres rouges sont extrêmement déperditives. Alors il est possible, même probable, que les fenêtres qui sont en bas, au premier étage visible, ont l'air moins déperditives et il est probable que ce soit des fenêtres qui aient été remplacées, rénovées. Maintenant, il est aussi possible que ce soit un effet d'angle. C'est toujours à vérifier avec la thermographie. Donc là, sur cet immeuble, je proposerais aux habitants de faire une isolation thermique par l'extérieur pour vraiment éliminer tous les ponts thermiques des murs de refend et planchers intermédiaires. Et je proposerais également de changer les fenêtres qui sont très déperditives.
Tu peux passer à la suivante. Merci. Donc encore une fois, à gauche le thermogramme, à droite l'image vraie. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une ligne de fenêtre très très rouge comparée aux étages au-dessus et en dessous. Donc typiquement, cette ligne de fenêtre, c'est des fenêtres qui n'ont pas été changées par le propriétaire. Si on regarde de plus près sur l'image vraie, on voit qu'effectivement, les fenêtres de l'étage en dessous et d'au-dessus sont bien blanches, enfin les cadres sont bien blancs, alors que les fenêtres de l'étage intermédiaire, ça a l'air moins impeccable, moins blanc, donc franchement plus vieille. Les fenêtres qui ont été changées sont performantes, surtout le vitrage. Les fenêtres qui n'ont pas été changées sont très déperditives. Là, typiquement, la chaleur sort par les fenêtres et l'expression jeter son argent par les fenêtres prend toute sa valeur. On note néanmoins que sur les fenêtres qui ont été changées, qui sont supposées être performantes, il y a quand même des défauts au niveau des jointures des menuiseries. C'est toujours une zone difficile où le plan d'étanchéité à l'air n'est pas forcément évident à mettre en œuvre et souvent il y a du défaut à ce niveau-là. Je veux bien que tu changes, s'il te plaît. Donc là, on est sur des belles petites façades de maisons en pierre. Donc sur la première image, celle du haut, on voit que la façade est uniformément jaune, alors que sur celle du bas, les combles ont l'air bleus. Enfin, sont bleus, sont bien plus bleus. La différence entre ces deux petites maisons, d'apparence identique, c'est que sur la deuxième, celle du bas, il est probable que les combles aient été isolés en plancher de combles. Donc la chaleur ne remonte plus inutilement dans les combles qui ne sont pas utilisés. Cependant, on note que dans les deux cas, ces petites maisons ont des murs extrêmement déperditifs, ainsi que les fenêtres et portes. Ce que je conseillerais aux habitants, ça serait de faire une isolation thermique par l'intérieur, parce que là, ça serait vraiment dommage de perdre cet aspect jolie pierre en extérieur. Donc, une isolation par l'intérieur, et puis surtout de changer les fenêtres, parce que là aussi, c'est très, très déperditif. Alors, une autre petite maison où on voit bien que le toit, enfin les décrochés de toit ont l'air plus bleus que tout le reste de la façade. En fait, c'est un peu une illusion de la caméra, parce que quand le matériau est différent, il va émettre différemment dans l'infrarouge, donc il va émettre dans le bleu, alors que finalement la température de surface sera la même. Donc là, c'est une question de matériaux. Donc il faut faire attention à l'interprétation qu'on fait de cette image. Le toit n'est pas forcément isolé, c'est beaucoup plus probablement du fait d'un matériau différent. Donc pour cette petite maison à la façade déperditive, je préconiserais également une isolation thermique par l'intérieur ainsi qu'un changement de fenêtre. Alors par l'intérieur, avec sans doute du chanvre, une isolation à base de chanvre, des isolants à base de chanvre pour permettre à la pierre de continuer de respirer, parce que les maisons anciennes sont faites avec des matériaux comme la pierre qui respirent, et si on les bloque avec de l'isolant comme de la laine de verre, on va les empêcher de respirer et l'humidité va se concentrer, va finir par se concentrer entre l'isolant et les murs, et ce qui va créer des moisissures. Donc c'est absolument pas acceptable. Là, on a un magnifique mur pignon. Je crois que la photo a été prise à Issy-les-Moulineaux et non pas à Chaville. Ce magnifique mur pignon en image vraie a l'air complètement homogène et c'est trompeur parce qu'en image en thermographie, on se rend bien compte que c'est pas le cas. La température de surface n'est pas identique en tout point. On a notamment des magnifiques carrés bleus qui sont probablement des appartements, soit isolés par l'intérieur, soit non chauffés. Les habitants sont peut-être partis en vacances. En tout cas, tous les appartements qui apparaissent en jaune, en carré jaune, sont des appartements qui perdent leur chaleur
par ce mur pour l'extérieur. Donc, ce que je proposerais aux habitants, ça serait de faire une isolation thermique par l'extérieur. Ça annulerait tous ces ponts thermiques, toutes les déperditions par mur, par plancher intermédiaire, par mur de refend. Ça résoudrait tout ça. Donc là, on a un magnifique exemple aussi de pont thermique par plancher intermédiaire. Cette belle ligne horizontale où toute la chaleur passe dans le plancher qui touche le mur avec l'extérieur et donc toute la chaleur s'échappe par conduction, par le plancher et par le mur extérieur. Donc là aussi, l'idéal serait de faire une isolation thermique par l'extérieur, d'autant que l'apparence de la maison s'y prête, ça permettrait peut-être même d'en améliorer le visuel avec un joli bardage. La fenêtre du haut a l'air plutôt performante, en tout cas au niveau de la vitre. Encore une fois, on voit des défauts au niveau des jointures du cadre. Toujours un plan d'étanchéité qui pose souvent problème à la mise en œuvre. Concernant la fenêtre du bas, on voit qu'elle est fermée avec un volet. On note des déperditions sur la zone haute de cette fenêtre pourtant fermée. C'est probablement dû à un défaut d'étanchéité dû aux caissons de volet. Probablement, à vérifier. Donc là, un immeuble, on voit bien sur le thermogramme qu'il y a des déperditions, beaucoup par les fenêtres, également par les murs. L'idéal serait de faire une isolation thermique par l'extérieur et de changer les fenêtres. On note aussi qu'il y a des beaux traits bleus, bleu foncé horizontaux. Ce sont probablement les garde-corps, donc ce qui apparaît en vitre transparente, donc probablement du PVC. Là, les garde-corps des balcons apparaissent ici en bleu. On peut noter également que sur le plancher du balcon, normalement, on a des effets de nez de dalle, c'est-à-dire que le balcon étant normalement le prolongement du plancher intermédiaire des appartements, et ben, en bout de balcon, souvent on voit des déperditions qui font une belle ligne rouge qu'on n'a pas ici. Donc on peut supposer, mais c'est à vérifier, que les balcons sont désolidarisés de la façade, et ce qui est très bien parce que ça va faciliter la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur qui serait vraiment idéale pour cette résidence. Alors là, une jolie maison avec de la jolie pierre et on note des énormes taches rouges. Donc une à droite qui a l'air un peu verticale. Je soupçonne un ballon d'eau chaude ou une chaudière. Et l'autre à gauche, donc on voit bien le dessin de la fenêtre et juste en dessous une deuxième tache rouge, probablement un radiateur. Donc là, encore une fois, on chauffe pour l'extérieur, c'est très visible, c'est très dommage. Et là aussi, dans l'idéal, il faudrait faire une isolation thermique par l'intérieur avec des matériaux qui respirent, hein, comme le chanvre, et puis changer les fenêtres parce que là, elles sont également très déperditives. Une autre très jolie maison en pierre. Donc la surface du mur a l'air uniformément déperditive, uniformément jaune, et le gros point faible, la porte. On voit bien la différence entre la porte et les fenêtres. Les fenêtres ont probablement été changées pour du double vitrage performant, non déperditif, alors que la porte n'a probablement pas été changée, et là on voit bien qu'elle seule est rouge. Donc le gros point faible, c'est la porte, il faudrait vraiment la changer. Ensuite, dans l'idéal, il faudrait essayer d'isoler les murs, bon, plutôt par l'intérieur, parce que là, ça serait dommage de perdre cette belle pierre. Et ah oui, on note également des petites zones de déperdition en haut des fenêtres. Donc, au début, je pensais que c'était dû à des volets roulants, mais on note que les volets sont pas roulants, c'est des volets qui se plient, là on les voit bien sur les côtés des fenêtres. Et en fait, en zoomant, on s'aperçoit que les fenêtres sont neuves, mais elles ont été
posée sur l'ancien dormant. Et manifestement, la jointure ancien dormant nouvelle fenêtre n'a pas été très très bien mise en œuvre, d'où ces déperditions. Une autre petite maison avec justement, je crois que c'est celle-là qui a... C'est celle-là, Sandrine, l'ardoise, c'est ça? Oui, c'est celle-là. Oui, tout à fait. Ouais. La toiture est en ardoise. Donc voilà, une toiture en ardoise qui paraît bleue. Donc on se dit, ah bah les combles sont isolés. Puis quand on regarde mieux, on voit la toiture en ardoise. Et on ne peut pas interpréter sur une toiture en métal ou en ardoise parce que voilà, le matériau absorbe tout le rayonnement et ne va rien émettre. Donc on ne sait pas. On ne sait pas s'il est déperditif ou s'il ne l'est pas. On n'a pas moyen avec la thermographie d'analyser les déperditions au travers de tels matériaux. Par contre, le mur et les fenêtres, on voit bien que le mur, il est uniformément jaune. Donc, dans l'idéal, une isolation thermique par l'intérieur serait efficace et permettrait de conserver le visuel intéressant de cette maison. Et puis, surtout, changer la fenêtre parce que, même si c'est du double vitrage, ce qui est possible, hein, il est clairement vieux et déperditif. Après, sur le point jaune qu'on voit en haut de l'image, c'est la cheminée, la chaleur qui sort par la cheminée. Donc ça, c'est tout à fait normal. Hein, on ne cherche pas à récupérer la chaleur qui sort par la cheminée. Donc c'est normal de le voir. Une maison neuve. Donc on voit bien que les murs sont absolument pas déperditifs. Cette fois, ils sont bien bleus, au contraire des images précédentes où c'était souvent jaune. On note que le toit aussi est bien bleu. Cette fois, c'est parce que c'est du métal. Donc, comme l'ardoise, on ne peut pas interpréter, mais a priori, au vu de la non-déperdition des murs, il est probable que l'isolation soit correcte sur la toiture. Par contre, là, le gros défaut sont les fenêtres. Cette maison, elle est neuve et je pense qu'il y a eu des économies de bouts de ficelle qui ont été faites sur les fenêtres qui sont absolument pas performantes. Donc c'est vraiment dommage. Il faudrait changer les fenêtres et mettre quelque chose d'un peu plus performant pour être un peu plus homogène avec l'ensemble de cette maison. J'ai oublié quelque... Non, d'accord. Encore une maison. Non, je ne savais pas, je me demandais si j'avais oublié quelque chose, Sandrine. Ah non, c'est juste que ça prend un peu de temps. D'accord, excuse-moi. Encore une maison qui probablement est récente. Donc on voit bien, elle a une architecture moderne sur l'image vraie. Maintenant, le gros point faible, c'est les fenêtres. Encore une fois, ils ont dû vouloir faire des économies. Ils ont tout mis dans la structure. C'est parfaitement isolé. Les murs, c'est probablement une isolation thermique par l'extérieur. Il y a assez peu de pont thermique. Ça a l'air bien pensé. Mais alors, les fenêtres, quel dommage. Il faudrait vraiment mettre quelque chose de plus performant. Et on note aussi, alors si on est pointilleux, qu'au niveau des angles, il y a parfois des zones jaunes un peu. Donc à mon avis, ça, ce sont des défauts de conception. Donc c'est pas évident hein, d'avoir un plan d'étanchéité continu dans les angles. Il faut vraiment faire attention à l'isolant, au pare-vapeur ou au pare-pluie selon. Et à mon avis, là, il y a quelques défauts qui font qu'il y a des déperditions, des petites zones de défaut qu'on voit. Alors, donc là, je reprends la parole. Donc, c'est Sandrine qui reprend la parole. Donc, on a vu effectivement sur tous ces thermogrammes qu'il pouvait exister de nombreuses sources de déperdition thermique. Qu'il est tout à fait possible généralement de traiter assez simplement. Et donc on va aborder ces aspects-là ensuite. C'est tout l'intérêt effectivement de l'accompagnement par un conseiller énergie de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Donc, on voit ici un peu les grosses déperditions qu'on va retrouver en fonction de la typologie du bâtiment. On ne va pas avoir les mêmes déperditions sur une maison individuelle
que sur une copropriété. Et sur une maison individuelle, on va avoir une surface de toiture qui va être beaucoup plus importante et donc proportionnellement aux déperditions globales de la maison, la toiture va représenter une déperdition importante, contrairement à la copropriété où effectivement la toiture représente proportionnellement au reste des parois finalement une surface assez restreinte qui ne représentera pas forcément une priorité de travaux au regard des murs notamment et des fenêtres. Cependant, dans les deux cas, on voit quand même que la ventilation représente un poste de déperdition important, tout simplement parce que les bâtiments qui ont été construits avant les premières réglementations thermiques sont très souvent des bâtiments qui sont ventilés de manière naturelle, c'est-à-dire dont on ne va pas maîtriser en fait le débit de renouvellement d'air. Donc c'est très souvent le tirage naturel qui va permettre le renouvellement d'air. Et effectivement, il est très souvent excessif, mais il peut également être insuffisant, notamment si certains occupants, par exemple, sont amenés à obstruer des bouches d'aération par un ressenti thermique défavorable à cause des courants d'air, notamment. Donc, dans les deux cas, effectivement, il est primordial de commencer par agir sur l'amélioration de l'enveloppe thermique. Donc, ce qu'on appelle l'enveloppe thermique, c'est effectivement le plan d'isolation complet du bâtiment. Donc, c'est-à-dire les murs, la toiture, les fenêtres, les planchers bas également. De façon à réduire les besoins de chauffage, puisque finalement, on va chauffer un bâtiment ou un logement uniquement pour compenser ces déperditions. Donc, plus on va réduire ces déperditions, moins on aura besoin du chauffage pour contrebalancer ces pertes de chaleur. Et effectivement, on va devoir aussi porter une attention particulière à la ventilation, qui est une source de déperdition importante aussi bien en maison qu'en copropriété. Donc chaque habitation, chaque immeuble en fait est un cas particulier qu'il faut étudier de façon approfondie pour trouver les solutions techniques qui vont être les plus appropriées. Donc c'est tout l'intérêt effectivement de l'accompagnement par les conseillers. Alors il y a beaucoup de copropriétés, je pense notamment les copropriétés qui ont été construites pendant les 30 Glorieuses, qui sont relativement similaires, semblables dans leur structure. Donc effectivement là on va pouvoir adapter des solutions relativement identiques entre ces différents bâtiments. Par contre, on a vu effectivement que les bâtiments en pierre, les bâtiments anciens vont devoir bénéficier de traitements assez particuliers pour pouvoir être rénovés sans porter préjudice au bâtiment et sans générer finalement de pathologies dans le bâtiment. Il n'est pas rare que sur des bâtiments anciens, on crée justement des pathologies en isolant par l'intérieur avec des matériaux qui ne sont pas adaptés, et notamment des pathologies dues à l'humidité qui peut apparaître dans ce type de bâtiment lorsque la ventilation n'est pas correctement gérée par ailleurs. Donc c'est vraiment très très important de prendre en compte tous ces paramètres. Donc, dans la mesure du possible, effectivement, l'isolation par l'extérieur est à privilégier de façon à limiter au maximum l'interruption, enfin les interruptions d'isolant, effectivement. Donc au niveau des planchers intermédiaires et des murs de refend, l'isolation par l'extérieur permet d'avoir une isolation continue, contrairement à l'isolation par l'intérieur où on va avoir un arrêt de l'isolation au niveau de chaque plancher intermédiaire, ce qui va faire apparaître effectivement ces ponts thermiques dont on vous parle depuis tout à l'heure et qui peuvent effectivement concentrer en fait les déperditions à ce niveau-là et concentrer aussi la condensation de la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air intérieur à ce niveau-là aussi.
Donc effectivement, on peut avoir des problèmes de condensation au niveau des planchers intermédiaires sur des bâtiments qui sont isolés par l'intérieur, en particulier lorsque la ventilation n'a pas été réfléchie aussi, ce qui peut être très 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 préjudiciable, notamment quand on a des planchers en bois, par exemple. Dans des cas extrêmes, on peut arriver à un pourrissement du bois et effectivement une dégradation très très importante des planchers et donc une grosse dégradation du bâti. Donc, vous l'aurez compris, la ventilation, c'est vraiment quelque chose de primordial à réfléchir dans son projet de rénovation. Donc, il existe différents types de ventilation, la plus performante étant effectivement la VMC, la ventilation mécanique contrôlée double flux. Donc, vous voyez un petit schéma qui est représenté. Avec donc deux systèmes parallèles, donc un système qui permet l'entrée d'air neuf et un système qui permet l'extraction de l'air vicié. Ces deux systèmes vont se croiser au niveau du groupe d'extraction, à l'intérieur duquel on va trouver un échangeur. Donc, il n'y a jamais de croisement physique de l'air, mais simplement un échange de calories entre l'air sortant et l'air entrant, ce qui va permettre de récupérer la chaleur en fait, de l'air sortant pour le réinsuffler dans l'air entrant, de façon à gagner quelques degrés sur l'air entrant et à limiter le besoin de chaleur. Alors ça, c'est particulièrement performant lorsque l'étanchéité à l'air a été correctement réalisée sur le bâtiment. L'étanchéité à l'air, c'est ce dont vous parlait Séverine tout à l'heure, c'est tous ces défauts qui peuvent apparaître au niveau des caissons de volets roulants qui ne sont pas correctement isolés, au niveau de la jonction entre les fenêtres et les murs et la maçonnerie, qui n'est pas correctement effectuée. Au niveau, par exemple, des prises électriques aussi, des passages de gaines dans les murs. Donc voilà, tout ça, ça peut effectivement apporter des infiltrations d'air froid et dans ces cas-là, effectivement, la mise en œuvre d'une VMC double flux serait un peu dommage, puisque finalement, une VMC double flux, ça coûte quand même 3 à 4 fois plus cher qu'une VMC simple flux hydro-réglable. Et lorsque l'étanchéité à l'air n'est pas correctement effectuée, finalement, le rendement de la VMC va être très dégradé à cause de ces infiltrations d'air froid. Donc, c'est vraiment important de bien prendre en compte dès la conception du projet cette étanchéité à l'air, de façon à rendre le bâtiment le moins perméable possible à l'air. Donc c'est vraiment la VMC qui va gérer en fait ce renouvellement d'air à l'intérieur du logement. Un dernier point qui est important à prendre en compte aussi, c'est le transfert de la vapeur d'eau. Avec un choix d'isolant qui va être primordial en fonction des matériaux de structure existants, de façon à éviter effectivement les condensations dans la paroi et encore une fois l'apparition de problèmes liés à l'humidité. Et puis bien sûr, en termes de confort thermique, bien prendre en compte le confort d'hiver dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure, avec les déperditions de chaleur. Donc ce confort d'hiver, il est lié à la résistance thermique des matériaux. Donc plus la résistance thermique est élevée, plus la performance de l'isolation est importante, sachant que cette résistance thermique, elle va dépendre d'une part du matériau choisi, et notamment de sa conductivité thermique, et d'autre part de l'épaisseur d'isolant mise en place. Donc pour avoir quelque chose de performant au niveau des murs, il faut envisager à minima 12 à 15 cm d'épaisseur d'isolant. Et en toiture, dans l'idéal, il faut aller au minimum à 30 à 40 cm d'épaisseur d'isolant pour avoir vraiment quelque chose de performant qui corresponde aux normes actuelles et qui rendent une maison rénovée, on va dire, compétitive par rapport à des maisons neuves actuellement sur le marché.
Et un autre critère à prendre de plus en plus en compte aujourd'hui, c'est le confort d'été. Pour éviter les surchauffes à l'intérieur du logement, puisqu'on le sait tous, hein, le changement climatique va nous impacter de plus en plus, et les périodes de chaleur extrême vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. Et donc, il faut absolument que nos habitations permettent de gérer ces périodes de forte chaleur. Ce confort d'été, il est apporté notamment par l'inertie des murs, c'est-à-dire la masse rapportée au volume, donc la masse volumique des parois. Plus on va avoir un matériau lourd, plus son inertie va être importante. Donc, typiquement, la pierre, notamment la pierre meulière, mais tout type de pierre, hein, la pierre du bassin parisien, etc., qui sont des matériaux lourds, vont apporter beaucoup d'inertie. Donc, on se rend bien compte, lorsqu'on habite dans une maison en pierre, par exemple, que l'été, elle est très confortable et on se sent très bien à l'intérieur d'une maison en pierre. Par contre, en hiver, effectivement, elles vont avoir tendance à apporter un effet de paroi froide. Et donc là, effectivement, ça peut être intéressant d'isoler par l'intérieur ce type de maison avec des matériaux adaptés de façon à préserver l'inertie. Donc on va partir plutôt sur des enduits chanvre chaud par exemple, et on est plutôt sur de la correction thermique d'ailleurs que sur une vraie isolation, mais qui va permettre de casser l'effet de paroi froide tout en gardant l'inertie pour la période estivale. Un autre paramètre qui joue dans le confort d'été, c'est aussi ce qu'on appelle le déphasage, c'est-à-dire globalement le temps que va mettre la chaleur à traverser le matériau. Donc, dans l'idéal, il faut partir sur un déphasage de 10 à 12 heures de façon à différer le pic de chaleur sur la nuit, moment où on peut davantage ventiler pour renouveler l'air à l'intérieur de la maison en ouvrant les fenêtres. Donc là, on va pouvoir plus facilement gérer en fait le renouvellement, l'évacuation de la chaleur par la ventilation à un moment où l'air est plus frais à l'extérieur. Voilà. J'espère avoir été à peu près claire parce que je pense que j'étais un peu longue. Alors, tout ça pour vous dire que l'ALEC et ses conseillers énergie fer sont à votre disposition pour vous apporter un conseil personnalisé qui est indispensable à la bonne conception de votre projet. On est là pour vous accompagner effectivement dans vos choix techniques, vous orienter vers les choix les plus performants, également pour vous apporter des informations sur les aides financières dont vous pouvez bénéficier en fonction des travaux que vous réalisez et en fonction de votre situation. Et aussi pour vous rediriger et très prochainement aussi vous mettre en relation avec des professionnels qualifiés RGE qui pourront réaliser des travaux performants. Alors, ces conseils, effectivement, donc on les propose aussi bien en maison individuelle hein, pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique qu'en copropriété sur des projets globaux de rénovation de copropriété où on va aussi jouer le rôle finalement de tiers de confiance pour vulgariser un peu le discours un peu technique que peuvent avoir certains professionnels de la rénovation en copropriété et vous aider sur les aspects méthodologiques, techniques et financiers du projet. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous pour vous accompagner dès la conception du projet et jusqu'au suivi des travaux. Donc, pour nous contacter, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez prendre contact avec le numéro vert de GPSO qui sert de porte d'entrée unique à tous les niveaux d'accompagnement des maisons individuelles ou des copropriétés, puisqu'il y a différents types d'accompagnement en fonction de votre avancement dans votre projet. Vous pouvez retrouver aussi la liste de nos permanences sur notre site internet et déposer une demande par le biais d'un formulaire de contact également sur notre site internet.
Voilà. Alors, sur notre site internet, vous pourrez également, si vous le souhaitez, vous abonner à notre newsletter. Je vous le conseille parce qu'elle est pleine de bonnes informations et d'astuces. Donc, vous pouvez vous abonner à notre newsletter directement sur le site internet. Ne vous inquiétez pas du spam. Je pense qu'on n'envoie pas plus d'une newsletter tous les 2 ou 3 mois. Et ça vous permettra aussi d'être au courant de nos futures animations. Et vous pourrez également avoir accès à tout un tas d'articles d'actualité sur l'énergie, sur le climat et sur la rénovation énergétique. Cette animation de ce soir fait partie de notre programme semestriel d'animation. Chaque semestre, nous avons toute une série d'animations. Bon, là, c'est un peu, on prévoit, mais on n'est pas toujours sûr de pouvoir réaliser en ce moment. Donc, on n'avait pas prévu, par exemple, une marche au rythme de la Terre au mois de mars, qu'on n'est pas du tout sûr de pouvoir tenir à l'heure actuelle. Voilà. Et par contre, on proposera très certainement un nouveau webinaire sur les aides financières et également un webinaire dans le cadre du grand circuit de la copropriété, des copropriétés également fin mars. Voilà. Par contre, la conférence à Boulogne au mois de juin sera, si possible, maintenue en présentiel ou sinon, on la tiendra également en webinaire. Et surtout, pour les copropriétés ou les maisons individuelles, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le forum Rénov Habitat qui aura lieu le 5 juin à Sèvres. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que cette animation vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous en avez. C'est à vous maintenant. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a été absolument très clair. Ouais, je voulais te le dire, tu as été fabuleuse. Oh, merci beaucoup. Venant de ma collègue, c'est gentil. Alors, n'oubliez pas de remettre vos micros si vous avez des questions, parce que Oui, vous pouvez aussi poser vos questions oralement si le chat ne vous convient pas, il n'y a pas de souci. Là, on a terminé notre présentation, donc vous pouvez y aller. Et n'oubliez pas surtout de répondre au petit questionnaire que ma collègue vous a envoyé au tout début de l'animation. C'est important pour nous pour pouvoir aussi vous proposer des animations qui correspondent à ce que vous attendez. Merci beaucoup, Solange et Grégory. Oui, bien du coup, si personne n'a de questions, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à cette animation. Je vous remercie tous pour votre présence et puis j'espère vous revoir très prochainement en présentiel sur une prochaine animation et je vous dis à très bientôt. Merci bien. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et bonne soirée à tout le monde. De même.